Le président de la République arrive à Washington, D.C. pour une visite de travail à l'invitation de son homologue américain. Le Premier ministre rencontre les présidents des conseils régionaux et donne des instructions pour accélérer la finalisation du plan de transfert de certaines compétences aux régions. Le ministre de la Défense et celui de l'Enseignement supérieur supervisent la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l'Institut Polytechnique de Nouakchott. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal télévisé par une rubrique spéciale sur la visite qu'effectue son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, aux États-Unis d'Amérique à l'invitation de son homologue américain Donald Trump. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rubrique dédiée à la visite qu'effectue son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, aux États-Unis d'Amérique, où il vient d'arriver à l'invitation de son homologue américain Donald Trump. Le Président de la République est accompagné d'une importante délégation composée de M. Nanul Chouroqa, ministre chargé du cabinet du Président de la République, M. Sid Ahmed Lebou, ministre de l'économie et des finances, M. Mohamed El-Khaled, ministre de l'énergie et du pétrole, M. Thiam Tijani, ministre des mines et de l'industrie, Mme Sis Mtcheikhoulbouid, ambassadrice de Mauritanie à Washington, M. Sidi Mohamed El-Qaber, chargé de mission de la présidence de la République, M. Tahoul Ahmed Mouloud, conseiller à la présidence de la République, et M. Hassan El-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, avait quitté Nouakchott ce matin pour Washington, D.C. dans le cadre d'une visite de travail. Le Président de la République avait été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, M. Moulaye Mohamed Laghlaf, les ministres conseillers à la Présidence de la République, M. Mohamed Abdallah Ould-Adman et Mme Aïssata Bayahia, le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah Ould-Boye, le ministre de la Défense et des retraités et des fils des martyrs, M. Hanan Ould-Sidi, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, et le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de division, M. Ibrahim Val Chebani, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, Mme Gandega Fatimata, le wali de Nouakchott Ouest, M. Mrabbi Rabbou El-Bounana, et la vice-présidente de la région de Nouakchott, Mme Hawa Sidibé. Pour plus de détails sur cette visite de travail du président de la République aux États-Unis d'Amérique, sa portée, ses dimensions et ses implications, nous accueillons sur notre plateau l'ancien ministre des Affaires étrangères, le diplomate international, son Excellence M. Ismaël El-Cheikh Ahmed. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau de la Mauritanie. Je m'en vais de ce pas vous demander quel est le contexte général de cette invitation du président Trump à tenir ce sommet. Je vous remercie d'abord de votre invitation. Je crois que c'est un événement d'une grande importance et qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on regarde un peu toutes, comme vous avez dit, les dimensions qui concernent cet événement d'une grande importance. Je crois que le fait que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, reçoive une invitation du président Trump, président des États-Unis d'Amérique, première puissance économique du monde, et je peux même dire première puissance aussi
militaire et en termes de sécurité, c'est un pays d'une grande importance et je crois que c'est un aspect important. Non seulement le président reçoit une invitation, mais il est parmi seulement 5 chefs d'État africains qui rencontrent le président Trump dans la première rencontre, un groupe, en tout cas, de chefs d'État africains pour le président Trump. Donc je crois que ça, c'est un élément qui indique la place aujourd'hui qu'occupe notre pays sur la scène internationale, et en particulier en Afrique, et surtout le respect que vous, à la Mauritanie, l'ensemble de la communauté internationale. Je pense que ceci doit beaucoup au leadership du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, je dirais à son doigté diplomatique, à sa manière de gérer les relations internationales, et surtout, je dirais que la présidence récente de l'Union africaine, que nous avons présidé, comme vous le savez, en 2024, était quand même un événement qui a marqué les esprits et qui a donné à la Mauritanie une place importante. Nous étions, il ne faut pas l'oublier, assis à la table du G20 comme membre et non comme observateur. Première fois l'Afrique représentée, c'était notre président qui était à la table. Donc je crois que ce sont des événements, des choses qu'il faut souligner. Par ailleurs, bien entendu, notre dimension économique, et nous y reviendrons probablement, est une grande importance. La Mauritanie est un pays riche qui a beaucoup d'opportunités à offrir, mais comme j'ai dit, nous y reviendrons. Permettez-moi également d'ajouter que notre approche de la sécurité, je dirais de l'approche du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, dans un environnement qui, comme vous le savez, n'est pas très facile, l'environnement du Sahel en ce moment, où beaucoup de pays font face à un certain nombre de défis, je crois que l'approche de la Mauritanie, sa capacité à gérer ces questions de sécurité intéresse beaucoup de pays, au premier plan desquels les États-Unis d'Amérique et même les pays européens également. Et je crois que le président a été souvent sollicité pour donner son avis sur ces questions-là et reste un interlocuteur privilégié de, je dirais, l'ensemble des chefs d'État du monde. C'est une question qui aujourd'hui est au cœur des questions de lutte contre le terrorisme, d'insécurité dans le monde, etc. L'autre point que je voudrais souligner, c'est notre position géostratégique. Je crois que malheureusement, pendant des années, nous avons négligé un peu cette position géostratégique dans laquelle, comme vous le savez, nous sommes quand même une jonction entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, mais par ailleurs, nous sommes sur l'Atlantique. On est dans un certain sens voisin des États-Unis. Aujourd'hui, vous savez, l'Atlantique n'est pas une barrière, au contraire, c'est un point de jonction, surtout avec les nouvelles technologies, les capacités de communication. Donc, la position géostratégique de la Mauritanie n'a pas toujours été prise en considération. Et je dois dire que comme quelqu'un qui a travaillé de très près avec son Excellence le président Mohamed El-Cheikh Ghazouani, j'ai senti chez lui un intérêt particulier de mettre cette position géostratégique en avant et de travailler pour nous assurer que l'ensemble du monde commence à prendre cela en considération. Et je crois que cette invitation est un signe de cela. Et il y a beaucoup d'autres signaux qui ont démontré que cette position géostratégique est quelque chose d'extrêmement important. Le dernier point, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est cette question, c'est aussi l'aspect, je dirais, de positionnement de la Mauritanie par rapport à l'ensemble, je dirais, des questions qui intéressent l'Afrique et que le président Ghazouani peut être un interlocuteur véritablement qu'on écoute. Et je crois que ça, c'est d'une très grande importance. Tout à fait. Voilà qui est dit. Alors, comment percevez-vous les enjeux diplomatiques et stratégiques de ce sommet? Alors, écoutez, moi je pense que l'un des aspects importants, c'est incontestable, c'est que, comme on le sait, les États-Unis sont un pays qui aujourd'hui regarde aussi vers les partenariats, sont un pays qui le président Trump ne cache pas son intérêt pour les questions économiques et les questions d'investissement. Et je crois que la Mauritanie a énormément d'opportunités à offrir, en particulier, comme vous le savez, les récentes productions de gaz qui sont aujourd'hui sur le marché. Nous sommes quand même devenus un pays producteur de gaz et nous avons une société américaine, d'ailleurs présente en Mauritanie, qui nous a accompagnés depuis le début, la société Cosmos, et d'autres partenaires. Et nous avons également les mines qui sont quand même d'une grande importance, l'or, le fer. Mais vous me permettrez de signaler les minéraux rares pour lesquels dont la Mauritanie, disons, les sols mauritaniens regorgent de ces minéraux rares qui sont aujourd'hui un élément essentiel dans la nouvelle industrie, dans les technologies, etc. Par ailleurs, nous sommes également bien positionnés avec un projet qui va démarrer très bientôt en termes de production, l'uranium. Mais nous avons aussi été parmi les précurseurs sur la question de l'hydrogène vert. Et je crois que toutes ces questions intéressent aujourd'hui le monde. Je vous donnerai un exemple en vous disant que, je le sais, durant la préparation de cette visite, beaucoup d'entreprises américaines, et pas n'importe lesquelles, ont exprimé leur désir de rencontrer le président de la République. Je suis certain qu'il ne pourra pas rencontrer toutes ces entreprises, mais
Sûrement, il y aura j'estime, c'est en tout cas mon avis, il y aura une réunion globale avec l'ensemble de ces entreprises intéressées. Donc là, la Mauritanie, je dirais un atout majeur, c'est des questions économiques. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ah oui. Sur ce, chers téléspectateurs, nous tournons la page de cette rubrique spéciale consacrée à la visite de son Excellence, le Président de la République aux États-Unis d'Amérique, pour poursuivre le reste de notre édition juste après ce jingle. Le Premier ministre, M. Mokhtar El-Djaï, a présidé hier soir dans la salle de réunion du Premier ministère une rencontre avec les présidents des conseils régionaux. Les présidents des conseils régionaux ont salué l'interaction positive et la réponse rapide à leur demande de rencontre de la part du Premier ministre, demandant à ce que cette rencontre devienne périodique. Les présidents des régions ont également salué les efforts déployés, notamment le programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services essentiels au développement local et le programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott, passant en revue les problèmes auxquels ils sont confrontés et les défis à relever pour parvenir à la décentralisation. Le Premier ministre, M. Mokhtar El-Djaï, a affirmé que le gouvernement poursuivait le renforcement de la décentralisation conformément aux directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui la considère comme une option indispensable pour atteindre le développement souhaité. Il a également souligné que la concrétisation de la décentralisation devait s'inscrire dans une vision permettant une approche progressive du transfert des compétences de manière à garantir la réalisation des bénéfices escomptés en tirant parti des expériences réussies dans ce domaine. Enfin, le Premier ministre a donné ses instructions pour accélérer l'achèvement de la vision relative au transfert de certaines compétences aux régions afin qu'elles puissent être discutées et approuvées par la suite. Son Excellence le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et de la fonction publique, M. Mohamed Abdallah El-Louli, a effectué cet après-midi une visite d'inspection au siège de l'institution des stades de Mauritanie à Nouakchott afin de s'informer du déroulement des activités liées à la mission de l'établissement. À l'occasion pour le ministre de visiter les différentes sections de l'institution et de prendre connaissance des efforts déployés en vue de développer les infrastructures sportives, notamment en ce qui concerne la construction et l'équipement des stades selon les normes modernes, s'informant pour la circonstance sur les différentes étapes de production du gazon artificiel depuis les opérations de traitement initial jusqu'à la fabrication finale grâce à des outils et des techniques avancées. Prenant la parole à cette occasion, le directeur général des stades mauritaniens, M. Abdallah El-Taqi, a rappelé que l'institution qui a commencé ses activités depuis 2022 est chargée de la mise en œuvre des projets de stade sur l'ensemble du territoire national et qu'elle contribue activement à la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, en plus de sa contribution à la protection de l'environnement pour le recyclage des pneus usagés pour la production du gazon artificiel. Il a ajouté que l'institution a réalisé un certain nombre de projets dans les capitales de différentes wilayas, soulignant l'importance de ces efforts pour renforcer les infrastructures sportives et encourager la pratique sportive en milieu urbain et rural. Le ministre était accompagné lors de cette visite du secrétaire général et de plusieurs responsables du secteur. Nouakchott a abrité aujourd'hui le lancement du programme de renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises dirigées par des jeunes et des femmes en Mauritanie. Ce programme vise à former les jeunes et les femmes afin de renforcer leurs capacités et de relever les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs. Yad Ali Fall.
Ce programme s'inscrit dans une dynamique nationale visant à favoriser l'autonomisation économique des jeunes et des femmes, en leur offrant les outils nécessaires pour faire face aux défis de l'entrepreneuriat et développer leurs projets. Le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et des services civiques a souligné à cette occasion que son département a adopté une politique ambitieuse en matière d'emploi fondée sur le soutien et de l'accompagnement ciblé des jeunes et des femmes. Renforcer les capacités de la jeunesse et investir dans l'avenir du pays tout entier, a-t-il dit, appelant à une mobilisation collective autour de la formation et de l'innovation. De son côté, la coordinatrice du programme des Nations Unies dans notre pays a salué cette initiative qu'elle a qualifiée de levier important pour l'inclusion économique et sociale. Les PME représentent près de 80% du tissu économique mauritanien, contribuant à environ 30% du PIB et générant environ 45,8% des emplois. Pourtant, une majorité évolue dans l'informalité, ce qui freine leur accès au financement, au marché public, à la protection sociale et aux opportunités d'exportation. Cette situation limite leur productivité, leur compétitivité et leur potentiel de croissance. La formalisation des PME est donc essentielle pour leur permettre de s'intégrer dans les chaînes de valeur régionales et de bénéficier des accords commerciaux comme dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine et de renforcer leur résilience économique. Ce programme de renforcement vise principalement à former les jeunes et les femmes entrepreneurs, à améliorer leurs compétences en gestion marketing, accès au financement et innovation et à leur fournir un accompagnement adapté pour relever les obstacles structurels auxquels ils sont confrontés. Le ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs, M. Hanan Ol-Sidi, et son homologue de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, M. Yaqoub El-Mouaïn, ont présidé aujourd'hui en compagnie du chef d'état-major général des armées la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants sortant de l'Institut Polytechnique de Nouakchott. La promotion a bénéficié d'un programme de formation complet alliant enseignement académique et technique à un encadrement militaire, gage d'engagement et de discipline. Bokar Bailaba. Les nouvelles promotions sont composées de 86 ingénieurs et de 280 titulaires d'une licence professionnelle, en plus de 79 diplômés des classes préparatoires ayant réussi le concours national d'ingénieurs, soit un total de 447 diplômés. Justement, les diplômés ont bénéficié d'une formation de qualité grâce à une approche intégrée et un modèle pionnier combinant l'excellence de l'enseignement académique et technique avec la distinction de l'encadrement militaire et ce qui garantit en termes d'engagement et de discipline. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, Hanan Ol-Sidi, a indiqué que la richesse des nations et des peuples se mesure par la maîtrise des sciences et des technologies et par les capacités créatives, plus que par l'ampleur des ressources naturelles. Et qu'il n'y a pas d'investissement qui contribue plus à permettre aux nations et aux peuples de réaliser leurs ambitions de développement et de prospérité que l'investissement dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Et il a exprimé sa fierté de l'approche du complexe polytechnique de Nouakchott, du niveau de ses diplômés et de son efficacité dans la formation d'une nouvelle génération de compétences scientifiques et techniques capables de relever les défis du développement national et de suivre les évolutions rapides dans les différents domaines de l'ingénierie et de la technologie. Et il a également exprimé sa gratitude pour les efforts colossaux déployés à cet égard par les équipes administratives et pédagogiques du complexe. Il a exhorté les diplômés à être pleinement prêts à s'engager dans le processus de construction de la nation et contribuer à son développement économique et industriel. À son tour, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yaqoub El-Mouaïn, a déclaré que la remise des diplômes de ces promotions est le fruit d'une formation qualitative exceptionnelle, combinant l'excellence académique et la discipline militaire dans le cadre d'un partenariat actif et fructueux entre le ministère de la Défense et des Affaires des retraités et des enfants de martyrs et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il a indiqué que ce partenariat exemplaire a offert aux diplômés une opportunité unique de s'intégrer dans un parcours combinant une solide formation scientifique et un encadrement professionnel rigoureux, ce qui les rend qualifiés pour s'engager sur le terrain avec confiance et compétence.
Il a souligné que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a maintes fois insisté sur l'importance d'investir dans les esprits et dans la formation d'une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens supérieurs capables de relever les défis du développement. Le directeur du complexe polytechnique de Nouakchott, colonel Ezman Bakar Soued Ahmed, a déclaré que cette grande consécration n'aurait pas été possible sans le soutien continu fourni par le ministère de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et l'accompagnement fort et permanent que le commandement de l'état-major général des armées consacre au développement de cette institution scientifique distinguée. S'adressant aux diplômés, il a déclaré que leurs compétences et connaissances scientifiques constitueront une force motrice et un levier pour le développement des infrastructures et des industries nationales. Le porte-parole du professeur Ahmed Sijad a lui aussi pris la parole pour déclarer que la conjugaison des efforts du secteur ministériel concerné, du commandement de l'état-major général des armées et des équipes pédagogiques et d'encadrement a permis d'aboutir à cette consécration. A noter que le complexe polytechnique de Nouakchott est constitué de l'école supérieure polytechnique, l'Institut supérieur des métiers de la statistique, l'Institut supérieur des métiers de l'énergie et l'Institut des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. En somme, le complexe polytechnique de Nouakchott est une grande institution de prestige, une institution destinée à former une élite d'ingénieurs et de techniciens qui seront les piliers des entreprises économiques et administratives des secteurs publics et privés au cours des prochaines années. Le ministère de l'Élevage a lancé aujourd'hui à Nouakchott la première phase du projet intégré de développement de l'élevage dans les zones d'Aoukar. Ce projet vise à développer les infrastructures de base dans les secteurs pastoral, social et éducatif et à valoriser les ressources animales afin de contribuer à la sécurité alimentaire du pays. C'est un compte-rendu de Memounalo. Développer les infrastructures de base dans les domaines pastoral, social et éducatif et valoriser les ressources animales en vue de contribuer à la sécurité alimentaire en Mauritanie, tel est l'objectif de cette cérémonie de lancement du programme Aoukar. Dans son allocution, le ministre de l'Élevage, Mokhtar Woulgagui, a rappelé que le pastoralisme constitue depuis des siècles le système d'élevage principal, voire exclusif en Mauritanie. Toutefois, il a souligné que ce mode de production fait face à de nombreux défis structurels, notamment les effets du changement climatique, la dégradation de la végétation, les pénuries d'eau, ainsi que la réduction des zones pastorales en raison de l'expansion agricole, de l'industrialisation et de l'urbanisation. Le ministre a également évoqué l'insuffisance des infrastructures de soutien, les difficultés liées à la transhumance transfrontalière et les risques sécuritaires associés. Face à ces défis, il a présenté l'approche Aoukar comme une réponse innovante et intégrée. Cette approche prévoit, entre autres, le renforcement des infrastructures pastorales, la réhabilitation des pâturages, le développement de services vétérinaires mobiles, ainsi que la mise en place de systèmes d'alerte précoce en partenariat avec les institutions de recherche. Le ministre a insisté sur l'importance de l'implication des éleveurs dans la gouvernance locale du secteur et sur la promotion d'une gestion durable des ressources pastorales et hydriques. Martin Frigen, directeur du département de l'agriculture et de l'agro-industrie à la BAD, quant à lui a déclaré que ce programme n'est pas un simple projet, c'est une vision de changement, une vision qui reconnaît le rôle central de l'élevage dans les moyens de subsistance des communautés rurales, dans la sécurité alimentaire et dans le tissu économique de ce grand pays, et que la Banque africaine de développement est fière d'appuyer cette vision. Le représentant de la BAD, quant à lui, est revenu sur la mise en œuvre du projet. Ce programme a bénéficié de 2 études en amont sur la chaîne de valeur bétail et viande et l'autre sur la chaîne de valeur lait, qui ont également alimenté notamment la conception du compact de la Mauritanie sur la sécurité alimentaire, centré entre autres sur le financement du secteur de l'élevage, présenté lors du sommet de Dakar 2 en janvier 2023. Par la suite, en collaboration avec la banque, le gouvernement a mobilisé des ressources de la facilité de préparation des projets du FAD qui ont permis de conduire des études de faisabilité
et de sauvegarde environnementale et sociale pour ce programme que nous lançons aujourd'hui. Cette phase constitue le premier noyau d'un programme ambitieux qui inclura les autres zones d'Aukar dans les wilayas du Hodel Gharbi, de la Saba, de Brakna, du Trarza, du Tagan, de l'Adrar, de l'Inchiri et du Tirzemour. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a organisé aujourd'hui la cérémonie de signature d'un accord tripartite pour le lancement de la deuxième phase du programme régulier de transfert monétaire destiné aux enfants handicapés. Ce programme offre une protection sociale aux enfants handicapés et aide leurs familles à devenir autonomes. Yadali Fall toujours. Cette initiative bénéficiera à près de 8000 enfants repartis dans 10 wilayas du pays. Son objectif est de permettre aux familles concernées d'assurer une meilleure protection à leurs enfants tout en leur donnant les moyens de subvenir à leurs besoins essentiels. Prenant la parole lors de la cérémonie de signature, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a souligné la portée de ce programme qu'elle a qualifié de levier essentiel pour renforcer l'autonomie des familles et préserver la dignité de leurs enfants. Elle a rappelé que le volet social est au cœur du programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, précisant que son département a multiplié les initiatives dans ce domaine, notamment en faveur de l'enfance, des personnes handicapées et des femmes. Ce programme est un pas de plus vers une Mauritanie solidaire où chaque enfant compte, a-t-elle déclaré. La délégation général de Tazur joue un rôle central dans la mise en œuvre de cette opération grâce au réseau de ses filets sociaux qui assure un suivi de proximité des bénéficiaires. Le délégué général a rappelé que depuis sa création, la délégation a mené de nombreuses actions de lutte contre l'exclusion sociale. Un enfant handicapé soutenu, c'est une vie entière qui retrouve l'espoir, a-t-il souligné, soulignant une convention ambitieuse et profondément humaine. Le représentant de l'UNICEF en Mauritanie s'est également réjoui de la signature de cette convention, saluant l'engagement constant des autorités nationales en faveur de l'inclusion et de la protection de l'enfant. Reconnaître les deux stratégies et féliciter le gouvernement et l'ensemble de la nation d'avoir pris les choses de manière systémique et intégrée à travers ces deux stratégies qui veulent faire et qui engagent la nation à faire des personnes handicapées un citoyen et des citoyennes à part entière. L'ambassadeur d'Allemagne, partenaire historique des programmes de protection sociale dans notre pays, a exprimé son soutien à cette initiative. Ces programmes de transfert monétaire et de promotion sociale en faveur des enfants en situation de handicap bénéficient d'un soutien solide de la coopération allemande depuis 2020. La Mauritanie est un partenaire important de l'Allemagne dans une région fragile et qui doit faire face à de nombreux défis. Le président de l'Association nationale des personnes handicapées a lui aussi salué cette convention. C'est en unissant nos forces que nous pouvons briser les chaînes de l'isolement et ouvrir des perspectives à nos enfants, a-t-il affirmé, remerciant l'ensemble des parties prenantes pour leur engagement. Le ministère de l'Économie et des Finances a organisé ce matin à Nouakchott une journée de consultation sur l'accélération de la transformation des systèmes alimentaires en Mauritanie. La rencontre vise à renforcer l'interdépendance entre nutrition, santé et résilience au choc climatique et économique afin de parvenir à des systèmes alimentaires durables dans notre pays. Cette rencontre stratégique réunit des partenaires nationaux et internationaux engagés dans la réforme et la résilience du secteur alimentaire. En ouvrant les travaux, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, a souligné l'importance de repenser les systèmes alimentaires pour les rendre plus inclusifs, durables et résistants aux chocs. Ce dialogue marque une étape essentielle vers la souveraineté alimentaire de notre pays. La transformation des systèmes alimentaires figure parmi les priorités de l'agenda mondial en raison de leur potentiel accéléré la réalisation des objectifs de développement durable ODD d'ici 2030. Alors que nous entamons la troisième année de la décennie d'action pour la réalisation de ces objectifs, il est impératif de reconnaître les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Les poches d'insécurité, les sécheresses et les inondations de plus en plus fréquentes, les chocs économiques ont tous dégradé la capacité et la résilience des systèmes alimentaires en Afrique. Il devient donc impératif d'impulser la transformation des systèmes alimentaires traditionnels actuels. De son côté, la chargée d'affaires de l'Union européenne dans notre pays a salué cette initiative, la qualifiant d'indispensable pour bâtir une sécurité alimentaire fondée sur la durabilité. Les systèmes alimentaires jouent un rôle crucial pour garantir une alimentation saine pour tous et pour toutes.
Nous attendons donc de cet échange des engagements forts des parties prenantes afin de permettre une alimentation véritable et durable de l'alimentation des Mauritaniens. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, l'agriculture, FAO, a quant à lui mis en avant la nécessité de transformer en profondeur les systèmes actuels pour répondre aux défis climatiques. Ce dialogue national regroupe plusieurs partenaires techniques et financiers, parmi lesquels figure l'Union européenne, le Programme alimentaire mondial, la FAO ainsi que le Centre de coordination des systèmes alimentaires des Nations Unies. Ensemble, ils œuvrent à l'élaboration d'un plan d'action ambitieux pour accompagner la Mauritanie vers une transformation effective de ses systèmes alimentaires. Au Hawdar Sharqi, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Khatri, a effectué hier soir une visite d'inspection des entrepôts de stock du CSA dans la Mourata de Tembedra. Cette visite à laquelle ont participé les walis, des autorités administratives et sécuritaires et des élus visait à examiner l'état d'avancement du programme d'urgence mis en œuvre par la commission dans plusieurs Mourata. là-bas. Ce plan national de réponse est mis en œuvre dans toutes les vilayas du pays. Objectif, satisfaire les besoins des citoyens les plus vulnérables à travers des distributions de vivres et de transferts monétaires ainsi que la mise en œuvre de banques de céréales. Ici, dans la Moukata de Timbedra, au Hawdar Sharqi, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Khatri, s'est informée des entrepôts du CSA de la ville, prenant connaissance de l'état des stocks alimentaires destinés aux programmes sociaux de la Moukata. Le délégué régional du CSA, Taleb Mohamed Sidar Moustav, a affirmé que le département n'a ménagé aucun effort pour que le rythme de mise en œuvre des interventions sociales soit soutenu à travers les stocks des entrepôts pour garantir la préservation de la qualité des denrées alimentaires. Les bénéficiaires ont exprimé leur appréciation pour les interventions du CSA dans la Moukata de Timbedra, notant leur impact positif sur les conditions de vie de la population locale et exprimant leur remerciement au pouvoir public. A noter que ce plan national de réponse constitue une application concrète des directives du président de la République concernant la nécessité de se dévouer au service des citoyens, identifier leurs besoins et d'y répondre rapidement. Le président du mécanisme national de prévention de la torture, M. Cheikh Ahmed El-Zahaf, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection et d'information à la prison civile de Dar Naïm et à la prison pour femmes d'Arafat en compagnie de plusieurs membres du mécanisme et de son équipe administrative. La délégation a visité les installations des deux prisons, écoutant les explications de leurs responsables sur les défis auxquels ils sont confrontés et prêtant oreille attentive aux interventions de plusieurs détenus concernant leurs conditions de détention. À l'issue de cette visite, M. Cheikh Ahmed El-Zahaf a fait remarquer que la visite lui a permis de constater les efforts considérables déployés par l'État pour améliorer les conditions des détenus qu'il a qualifiés de bons à certains égards. Il a ajouté que ces efforts, malgré leur importance, nécessitent encore un soutien et un développement dans plusieurs domaines, notamment les services de santé, souhaitant que chaque prison dispose de sa propre ambulance. Surtout a-t-il ajouté que les deux prisons disposent d'un point de santé avec des infirmiers, mais qu'un seul médecin généraliste assure le suivi médical, ce qui ne répond pas aux besoins réels compte tenu de la forte demande de services de santé. Il a souligné l'importance de fournir un suivi psychologique aux détenus par un médecin spécialisé en santé mentale et a souligné que l'ouverture de la prison de Riyad a contribué à réduire la surpopulation. Il a exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés par l'administration pénitentiaire en matière de formation et de réhabilitation. Voici à présent les quantités de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures par le réseau de communication administrative du ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local.
Nous refermons ce journal avec cette réunion tenue aujourd'hui par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec plusieurs responsables et directeurs d'établissements relevant du département. La réunion avait pour objectif de relayer les orientations de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, invitant les responsables à passer leurs vacances annuelles sur le territoire national en soutien au tourisme intérieur et en faveur des valeurs de solidarité et de cohésion sociale. Le secrétaire général a rappelé le contenu de l'appel présidentiel ainsi que les dispositions de la circulaire du Premier ministre adressée à l'ensemble des départements ministériels en vue d'assurer une application effective de cette directive à l'échelle gouvernementale. Il a exhorté les agents du secteur à s'engager sérieusement et positivement dans cette directive qui constitue un levier de développement local en dynamisant l'économie interne et en encourageant l'investissement et le tourisme national. Il a également souligné la dimension sociale de cette décision qui appelle au retour de chacun dans son bercail, créant ainsi une solidarité sociale. Le secrétaire général a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre la directive présidentielle au niveau des établissements et des départements affiliés au secteur. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République arrive à Washington DC pour une visite de travail à l'invitation de son homologue américain. Le Premier ministre rencontre les présidents des conseils régionaux et donne des instructions pour accélérer la finalisation du plan de transfert de certaines compétences aux régions. Le ministre de la Défense et celui de l'Enseignement supérieur supervisent la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l'Institut Polytechnique de Nouakchott. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite au programme sur le Mauritania.